Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure, votre émission hebdomadaire où on aborde toutes sortes de sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée, formée en anthropologie médicale et évidemment l'instigatrice de ce projet de vous parler en toute ouverture, en toute franchise, sans censure, de manière régulière. Et je vous parle évidemment de toutes sortes de sujets. Des semaines, on a parlé dernièrement de médecine quantique, on a parlé d'être ou non un empathe, d'hypersensibilité. Parfois, je vous parle de trucs comme le médicament Ozempic. Je vais vraiment dans toutes sortes de directions puisque la santé, dans sa vision holistique, hein, c'est tous ces facteurs qui relèvent de notre environnement, de notre mode de vie, de notre alimentation, de notre santé psycho-émotionnelle. Et c'est l'ensemble de tout ça qui va fournir notre terrain avec évidemment notre constitution physique, mais aussi ce qu'on a hérité d'un point de vue de la transmission transgénérationnelle, un autre sujet de santé sans censure des dernières semaines, et évidemment des traumatismes durant l'enfance, etc. Donc, on ratisse très large. Ce soir, on ne fera pas exception. Je vous ai mentionné qu'au mois de décembre, on va avoir beaucoup de sujets en lien avec la fatigue parce que je m'adapte à vos demandes, je m'adapte à ce que vous me dites durant les conversations, que ce soit par vidéoconférence ou lors des formations ou des consultations. Et ce que j'entends énormément, c'est que vous êtes au bout du rouleau. Et en termes naturopathiques, être au bout du rouleau, c'est avoir les surrénales épuisées. Alors, ce n'est pas un diagnostic médical. On reconnaît la maladie d'Addison et la maladie de Cushing du côté de la médecine conventionnelle, mais on ne reconnaît pas l'épuisement des surrénales, alors que pour nous, c'est très réel. On sait que les surrénales sont nos glandes qui vont permettre de nous adapter aux différents stress de la vie via la production d'hormones telles que l'adrénaline, le cortisol, pour générer la réaction de lutte ou de fuite. Et dans certains cas, quand on ne peut ni lutter ni fuir, on va se retrouver avec ce qu'on appelle communément en anglais le freeze response, donc la réaction d'inhibition de l'action. Et dans certains cas, ça va être encore plus dommageable parce que ces hormones de stress produites ne trouveront pas d'exutoire et on va, d'une certaine manière, les retourner contre nous. Alors, c'est vraiment important de comprendre qu'après presque 5 ans bientôt de stress post-pandémique, on a les surrénales qui ont été affectées. Mais il y a des gens pour qui la question de la fatigue est un terme récurrent. Ça avait commencé avant les 5 dernières années. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer la fatigue. Je vous ai parlé de la fatigue surrénalienne, du stress post-pandémique, mais évidemment, il y a les changements hormonaux. Il y a des carences nutritionnelles, par exemple en fer, qui pourraient provoquer une anémie, mais par exemple aussi en vitamines du groupe B, qui vont être impliquées dans la production d'énergie à l'intérieur de nos cellules, etc., etc. Donc, il y a plusieurs causes possibles à la fatigue et ce sera le sujet du webinaire mensuel de mercredi. Donc, vous savez qu'à tous les mois, j'ai un webinaire qui est gratuit pour mes membres, en fait, qui est inclus dans le membership annuel et qui est au coût de 20 $ pour les non-membres. Quand vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas de problème, vous pouvez les écouter en différé. J'envoie toujours l'enregistrement et le document aux personnes qui se sont inscrites au webinaire. Alors, le courriel des membres va partir dans les prochaines heures ou demain ou plus tard avec votre code pour pouvoir vous inscrire. Vous avez toujours les liens d'inscription sur mes murs, mais aussi dans l'infolettre. Et les membres reçoivent un code et en entrant ce code avec le lien d'inscription, ça remet le compteur à 0 et vous avez comme ça accès à un webinaire gratuit à tous les mois. Vous avez encore quelques jours pour vous inscrire au tarif de 50 $. Vous avez l'information dans l'entête du live. À partir de janvier, j'arrive avec un nouveau site web. Ça va être une nouvelle formule de membership. Il va y avoir différents niveaux et les prix vont être un peu majorés.
Donc, ça reste quand même un très bon deal puisque si vous assistez à tous les webinaires, vous en avez pour 240 et il y a plein d'autres incentifs aussi, comme par exemple des rabais sur les masterclass ou les autres formations. Alors, mercredi, donc le mercredi qui s'en vient, le 11, c'est le webinaire sur les causes de fatigue, qui s'intitule Fatigué d'être fatigué. Dimanche prochain, donc le 15, le masterclass, ça va être spécifiquement sur les surrénales. Donc, dimanche matin de 9h à midi, parce que mes samedis sont déjà occupés avec le groupe hormone. Dimanche matin, si vous n'êtes pas disponible, vous le ferez en différé, mais c'est un très bel atelier à faire le dimanche matin. On s'assoit ensemble avec nos petites tisanes et on passe 3 heures à aller comprendre le fonctionnement de nos surrénales, à aller reconnaître les signes d'épuisement surrénalien. Je vous en ai partagé aussi sur mon mur. Donc, si vous pensez que l'épuisement des surrénales vous concerne, je vous invite réellement à faire cet atelier. Ça va vous aider à passer à travers les fêtes. Et vous savez qu'en janvier, on revient avec la détox. Ça va être la grosse détox de 21 jours avec les recettes, tout le machin. Ça fait plusieurs fois que je donne l'atelier de détox et à chaque fois, je le bonifie. Donc là, on arrive avec quelque chose de super intéressant. Et j'offre toujours des rabais encore là aux membres et aux gens qui ont déjà fait les programmes pour qu'on puisse les refaire à tarif plus économique. Alors, il y a plein de choses qui s'en viennent en lien avec la fatigue. Et ce soir, évidemment, on va continuer le thème parce que je vous avais parlé il y a 3 semaines des empathes et des hypersensibles. Donc, les gens qui, comme moi, sont très sensibles, hyper empathiques en réalité aux autres personnes. Évidemment, parmi les cliniciens, ça arrive souvent qu'on est des empathiques parce que pour une raison, on a été motivé de travailler à aider les gens mais parfois, ça peut devenir un peu trop et on peut être aussi très sensible non seulement à l'énergie des gens, mais à l'énergie de l'environnement, à l'énergie des plantes. Il y a toutes sortes de formes d'empathes en réalité. Et donc, dans certains cas, ça peut même un peu nuire, je dirais, à notre vie parce que, par exemple, ça va devenir difficile d'être dans des foules. On va se sentir submergé d'émotions. C'est mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin de passer beaucoup de temps connecté avec la nature, beaucoup de temps seul aussi, mon côté chercheur. Mais c'est vraiment ma façon à moi de me rééquilibrer. Ça fait des années aussi que je pratique le tai chi, le qigong, donc les arts martiaux. Et j'ai besoin régulièrement comme ça de retomber dans mes bulles et de me reconnecter avec la nature. Je me nourris beaucoup de l'énergie des plantes depuis que je suis toute petite. Quand j'ai grandi en Abitibi, je passais mes journées, des heures et des heures, dans le bois, sur la terre de mes parents, sur le bord du lac. Donc, ça a toujours été mon sanctuaire jusqu'à un certain point. Et c'est un trait qu'on retrouve très souvent chez les empathes. Donc, c'est sûr que pour nous qui avons cette capacité ou ce trait de personnalité d'avoir des frontières très floues, très perméables d'une certaine façon, qui nous permettent justement de beaucoup ressentir l'énergie des gens, des animaux, des plantes et tout ça. Mais on absorbe aussi cette énergie-là, à moins d'en prendre conscience et de faire un travail conscient de travail énergétique. C'est ce qu'on a fait dimanche dernier avec l'atelier sur la libération émotionnelle. En passant, tous les ateliers, vous pouvez toujours les acheter après le coup, parce que je les représente régulièrement. Mais sur le nouveau site web aussi, vous allez avoir des sections, vous allez pouvoir les acheter en tout temps. Donc, si à un moment donné, vous dites, oh, je venais d'allumer sur le live qu'on parlait de ça, que, oh, wow, ça serait bon pour moi, cet atelier-là. Il était vraiment génial. C'est juste que j'avais mis beaucoup trop de matériel pour une demi-journée. Il faut faire ça sur une journée. Mais bref, on a fait donc des exercices de libération émotionnelle pour justement se décharger de ce trop-plein. Et ça n'arrive pas juste aux empathes. Évidemment, on est plus prédisposé à ça, mais avec la situation qu'on vit depuis des années au Québec, je pense que tout le monde aurait avantage à faire un travail de détox émotionnel. Alors, ce soir, on va aller voir un petit peu l'autre côté de la médaille. Je vous ai souvent parlé des pervers narcissiques manipulateurs, mais il y a des gens qui sont des vampires énergétiques sans être nécessairement euh, des pervers narcissiques manipulateurs. Donc, les pervers narcissiques sont toujours des vampires énergétiques, toujours. Je dirais même que c'est un des traits qui les caractérise, mais
les vampires énergétiques ne sont pas toujours des pervers narcissiques manipulateurs. Par exemple, on a tous connu des gens dans notre entourage, on a tous une tante ou une amie qui est toujours dans ses bobos. Hein. Vous allez passer un après-midi au Tim Hortons à des tables de personnes âgées. Très souvent, vous allez les entendre se plaindre de leurs bobos pendant des heures à n'en plus finir. Ce pas tous des pervers narcissiques manipulateurs. Donc, souvent, les gens, pour toutes sortes de raisons, peuvent développer euh, des traits de personnalité qu'on associe au vampirisme énergétique sans être nécessairement des pervers narcissiques manipulateurs. Donc, on va aller parler de qu'est-ce que c'est, comment on les reconnaît, les vampires énergétiques, parce que c'est bien beau de faire du ménage de notre côté, de faire de la libération émotionnelle, de faire des ateliers pour revamper nos surrénales, mais si on n'apprend pas à reconnaître ces gens qui nous vampirisent, qui nous pompent notre jus, comme on dit en bon québécois, eh bien, on va être toujours dans cette situation où il va falloir qu'on fasse la libération émotionnelle, qu'on aille faire une semaine en République avec Chantalane pour se revitaliser ou qu'on doit faire du travail sur nos surrénales, puis prendre des suppléments, puis etc. Donc, c'est très important. Évidemment, on doit faire le travail sur soi, le travail d'ancrage, le travail de bien travailler nos limites, mais aussi, il faut identifier ces gens qui sont potentiellement des vampires énergétiques dans notre vie et qui nous drainent littéralement l'énergie vitale parce que sinon, on va être dans ce cercle récurrent. Et évidemment, je vous en ai parlé aussi quand je vous ai parlé des empaths, puis je vous en ai parlé quand j'ai parlé des pervers narcissiques manipulateurs, du fait que les empaths, on n'a justement pas des très bonnes frontières des très bonnes limites parce qu'on fusionne avec tout. On a cette tendance, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales ou professionnelles, à fusionner, d'être intensément impliqué. Alors, c'est sûr que les vampires énergétiques et les pervers narcissiques profitent de ce trait. Très souvent, ils sont eux-mêmes avec des frontières très floues. C'est pour ça qu'il y a une affinité naturelle entre les vampires énergétiques, les pervers narcissiques et les empathes d'un autre côté ou les hypersensibles. Parce que dans les deux cas, les frontières sont floues et il y a cette espèce de fusion et on essaie très rapidement de prendre de l'empathe ou de l'autre personne, tout ce qu'on peut prendre. Alors, fou, il y a cette fusion au début. Alors, c'est comme des thématiques complémentaires. Alors, on va y aller. Les vampires énergétiques sont des personnes qui sapent littéralement notre énergie émotionnelle. Ça peut être de manière intentionnelle, mais le plus souvent, c'est de manière inconsciente. Ils ne font pas ça par exprès. Dans le cas des pervers narcissiques, oui, c'est calculé, c'est délibéré, mais pour les autres, c'est pas nécessairement intentionnel. Puis des fois, ça peut être situationnel aussi, là. Hein, on a tous déjà vécu ça, que soit nous-mêmes ou des personnes proches de nous sont en train de vivre une séparation, une maladie, des deuils, des moments de vie particulièrement éprouvants et donc qui vont prendre de notre énergie. Mais ça, c'est correct. Mais le problème, c'est quand c'est réellement récurrent. Donc, c'est soit des amis, des membres de la famille, partenaires de vie dans certains cas, des collègues, les voisins, euh, des gens avec qui on pratique des sports, bon, peu importe. Mais on va voir que c'est des gens qui veulent toujours notre attention, qui nous demandent toujours de prendre soin d'eux d'une manière ou d'une autre, que ce soit de notre temps, de notre argent, des services. Mais ils sont toujours en train de pomper notre jus d'une manière ou d'une autre. Et ça va finir par nous laisser avec un sentiment de stress, une certaine lassitude. Ça peut être même de l'épuisement, de l'accablement, de la colère. Bref, ça nous fait vivre toutes sortes d'émotions. Moi, je me rappelle de quelqu'un en particulier. C'est quelqu'un qui venait quand je gérais le magasin de produits naturels en bas de ma clinique sur l'avenue Green à Montréal. Et cette personne, tout le monde, on se poussait quand elle arrivait parce qu'elle pompait notre jus. Et quand elle arrivait à mettre la main sur moi, c'était systématique, peu importe à quelle heure du jour elle venait, il fallait que je sorte après avoir eu un échange avec elle, me prendre un café, parce que même avec tous les trucs que je connais pour me protéger énergétiquement, c'était too much. Alors, on en connaît tous des gens comme ça qui drain the life force out of us. Ils nous drainent l'énergie vitale. Donc, on va regarder les différents types de vampires énergétiques et des signes qui peuvent nous aider à les caractériser, puis après ça, on va voir des stratégies pour s'en protéger.
Évidemment, c'est-tu vraiment important quel type de vampire énergétique que c'est? Bien, c'est surtout que ça va nous permettre de les identifier parce qu'ils ont différents modus operandi. Ils ne sont pas tous pareils. Donc, il y a des gens que ça peut être des vampires dans une certaine situation, mais pas le restant du temps. Hein? Par exemple, il y a des gens qui sont insécures en public, qui peuvent souffrir d'agoraphobie ou de d'autres types de traumatismes. Et quand on est tout seul avec eux, ça va bien, mais quand on sort où il y a des gens avec eux ou dans un groupe, ils vont nous accaparer complètement et ils vont nous drainer. Donc, ils ne sont pas tout le temps des vampires énergétiques. C'est dans certaines situations. Donc, le fait d'aller décortiquer ça, ça va nous aider peut-être à les identifier. Aussi, les notes de ce soir, je vais créer un blog avec et je vous mettrai le lien dans l'infolette. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon infolette, bon, évidemment, si vous êtes membre de mon membership, vous recevez un infolette spécifique aux membres avec les codes d'inscription. Et si vous n'êtes pas membre de mon membership, j'ai quand même une infolette gratuite sur mon site web chantalandumas.com. Donc, allez vous inscrire à l'infolette. Ça vous permet de voir les activités qui viennent, de bénéficier de certains spéciaux et tout ça. Et je vais vous mettre le lien du contenu de l'émission de ce soir pour que vous puissiez aller réévaluer, que je sais que vous n'aurez peut-être pas le temps de prendre toutes les notes du contenu de l'émission de ce soir. Alors, évidemment, parce que nos dynamiques avec ces personnes toxiques nous font éprouver toutes sortes d'émotions puis nous drainent énergétiquement, c'est souvent des dynamiques qui sont toxiques. Parce que toutes les relations humaines, quelles qu'elles soient, si elles ne sont pas des win-win, si ce n'est pas des relations gagnant-gagnant, elles ne sont pas soutenables dans le temps. Il y en a qui sont plus toxiques que d'autres, là, mais on ne peut pas tirer toujours la couverture du même bord. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, avec le principe des vases communicants, quand c'est nous qui avons plus d'énergie ou plus de ressources et qu'on essaie d'amener quelqu'un d'autre à notre niveau, et je dis ça humblement, c'est juste que ça prend des mots pour vous expliquer des concepts, eh bien, on va pouvoir jusqu'à un certain point les soutenir à notre niveau, mais éventuellement, c'est plutôt eux qui vont drainer notre énergie vers le bas. Donc, c'est pas comme nous, on va rester stable, on va les amener à notre niveau. On les élève en mettant notre énergie dedans. C'est comme si vous payez la dette de quelqu'un en réalité, vous ne restez pas au même point que vous avez payé la dette. Vous payez la dette, mais vous vous appauvrissez dans le processus. C'est la même chose du point de vue énergétique. Donc, c'est des relations qui peuvent être, dans certains cas, toxiques au point de nous conduire à l'épuisement physique et émotionnel, et en particulier quand on est des empathes, parce qu'on va le vivre plus intensément. Cette situation m'est arrivée dernièrement, je vous en parlerai dans un Chantalane sans censure, mais c'était très intense. Et encore une fois, comme quoi, c'est pas parce qu'on a des outils, c'est pas parce qu'on a cheminé dans la vie qu'on finit pas par rencontrer, comment on dit ça, notre Waterloo. Il y a toujours des situations où on va se rendre compte qu'on a frappé une limite. Donc, je vous invite aussi à écouter le Santé sans censure. Vous les retrouvez tous sur ma chaîne YouTube, sur Êtes-vous une ou un impact? Et encore une fois, vous pouvez juste taper mon nom dans Google avec le sujet que vous cherchez. Et des fois, vous pensez peut-être, on vous a prescrit un antidépresseur. Vous direz, ah, Chantalane, on en a-tu parlé, des antidépresseurs? Demandez-moi le pas. Chantalane Dumas, antidépresseur. Vous allez trouver quelque chose. Alors, on va commencer avec les différents types de vampires énergétiques. Je vais dire le plus fréquent, là, celui qu'on en connaît tous, on pourra mettre des noms dans notre tête sur le concept. Celui qu'on a tous dans notre vie, celui ou celle, là, je les ai mis au masculin parce que c'est les types de vampires, donc je les ai tous mis au masculin, mais ça peut autant être des hommes que des femmes. Alors, les premiers, c'est les négatifs. Hein, les personnes qui ont le don, c'est pas vraiment un don, là, qui ont la mauvaise foi, je sais pas comment le dire, mais de toujours voir le verre à moitié vide. Ils ont toujours une attitude négative par rapport à tout. C'est comme on dit, pour chaque solution, ils ont un problème. OK? Donc, ces gens-là, c'est des causes perdues d'avance. On n'arrive jamais à, encore une fois, les ramener dans un aspect de positivité. Ça peut être une mauvaise journée pour quelqu'un, ça peut être une mauvaise situation, mais quand fondamentalement, ce sont des gens euh, qui sont toujours négatifs par rapport à tout dans la vie, eh bien, ça devient très, très lourd. Ça tue notre espoir, ça tue notre excitation.
Tu sais, tu as pas envie, quand tu viens d'avoir une bonne nouvelle, d'aller la partager à quelqu'un qui va toujours trouver le négatif, qui va toujours péter ta balloune, OK? Je pense que ça, puis bon, il y en a d'entre nous, moi, c'est mon père adoptif qui était comme ça aussi. Donc, c'est très, très dur dans la vie de grandir sous l'ombre de gens qui ont ces traits de personnalité négatifs, toxiques. Et c'est quand même relativement fréquent. Il y a même un aspect génétique. Heureusement que c'est mon père adoptif. Il y a un aspect génétique. Il y a une étude qui a porté sur un peu plus de 5000 jumeaux adolescents. On les a comparés avec leurs frères et leurs sœurs et on dit que environ le tiers des gens qui ont ces traits de personnalité négatifs à outrance, là, encore une fois, c'est pas d'être négatif par rapport à un projet donné ou dans une situation X, on parle de gens qui sont négatifs à outrance. Alors, c'est à peu près un tiers de ces gens-là qu'on peut expliquer ça par la génétique. Puis quand vous allez écouter aussi Mon Santé sans censure sur l'épigénétique, donc la transmission par rapport à notre descendance, c'est-à-dire à nos ancêtres et ce qu'on transmet à notre descendance, ben, vous allez comprendre pourquoi il y a une partie qui est génétique. Il y a une partie aussi, évidemment, qu'on peut relier à notre capacité à produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui vont faire qu'on se sent plus heureux, qu'on a une meilleure joie de vivre. Donc, il y a des variations génétiques, par exemple, dans la production de la vitamine B6, qui est impliquée directement dans la production de la sérotonine. Alors, si on a de la difficulté à fabriquer de la B6, on a de la difficulté à fabriquer de la sérotonine et régulièrement, peut-être qu'on va avoir un tempérament un petit peu plus down, un peu moins heureux que les gens qui en font plus. Donc, il y a l'aspect épigénétique, puis il y a l'aspect transmission transgénérationnelle également. Le restant, bien, ça provient de l'environnement. On peut avoir eu des traumatismes durant l'enfance, on peut avoir eu une espèce de conditionnement. On sait que les 7 premières années de notre vie, on les passe en état donc de alpha, donc littéralement en état d'hypnose. Et donc, on va capter beaucoup de choses de notre environnement. Si on vient d'un ghetto aux États-Unis où un homme sur trois est incarcéré et que personne s'en sort et que, ben, c'est sûr que peut-être ça va développer certains traits de caractère. Alors, c'est intéressant parce que, après ma barre, on pourrait dire que être négatif, c'est toujours négatif. Mais non, il y a des aspects positifs à être négatif. C'est peut-être un trait évolutif parce que vous savez qu'on a ce qu'on appelle justement le biais négatif. Dans un aspect de survie, notre cerveau est porté à chercher ce qui cloche, OK, naturellement. On fait ça tout le monde parce que, je veux dire, c'est pas ce qui va bien qui menace notre survie, c'est en général ce qui va mal. Donc, intuitivement, on va rentrer dans une pièce, on est porté à regarder la réaction des gens, l'énergie qui circule, y a-t-il des bruits particuliers? Notre cerveau, nos sens décodent tout ça sans qu'on s'en rende compte. OK? Évidemment, si on a un passé où on a vécu beaucoup de traumatismes, beaucoup d'événements d'adversité, eh bien, notre sens de la détection, il va être exacerbé. Donc, c'est des gens qui vivent en état de stress chronique avec un système nerveux sympathique en hyperactivation. Il y en a été beaucoup question dans l'atelier de libération émotionnelle. Et donc, il y a des exercices à faire pour s'auto-réguler, des exercices qui nous proviennent des thérapies somatiques et tout ça. Donc, c'est un trait évolutif, donc qui nous permet de sauver notre vie, d'avoir cette espèce de biais négatif. Mais ça pourrait aller même un peu plus loin que ça. Il y a une étude qui a été réalisée en 2013, qui a été publiée dans le Journal of Research in Personality, qui a révélé que les penseurs négatifs sont plus susceptibles de construire des filets de sécurité. Ben oui, si tu penses toujours négativement, là, hein, tu vas peut-être être un prepper, tu vas peut-être euh, commencer à te préparer pour la guerre nucléaire ou te préparer pour peu importe ce qui s'en vient, l'invasion extraterrestre avec Blue Beam qui nous pend au-dessus de la tête, etc., etc. Donc, si tu as une propension à voir le négatif, ben, ça se peut que tu vas mieux te préparer aussi versus quelqu'un qui a des lunettes roses et qui ne voit jamais de mauvais nulle part. On en a tous connu, ça aussi, durant la pandémie. Des gens disaient, ben, voyons donc, voir si le gouvernement va faire ça. C'est partout dans le monde. En tout cas, alors on connaît aussi ces traits de personnalité, trop comme passé. Alors, des fois, d'être trop positif, ça nous empêche d'être réaliste. Ben, les négatifs sont des fois mieux préparés à faire face à l'adversité.
Alors, c'est le premier type de personnalité vampirique. Le deuxième, c'est le critique. Je les ai mis un petit peu en ordre croissant, mais ça ne veut pas dire que les gens sont cantonnés dans un seul type. Autrement dit, quelqu'un peut être négatif, il peut être aussi victime, il peut être aussi manipulateur. C'est pas tranché au couteau. OK? C'est différents types de comportements qu'on peut retrouver chez une même personne. On le dresse. Le vampire, on le dresse. On l'appelait comme ça. Alors, deuxièmement, on a les critiques. C'est ceux qui consacrent beaucoup de temps et d'énergie à critiquer les personnes, les situations. Il n'y a jamais rien de correct. Il n'y a jamais rien d'assez bon pour eux. Euh, Ils trouvent toujours à redire sur à peu près tout, sur à peu près tout le monde. C'est la personne qui s'en va en croisière à Bora Bora, puis elle chiale parce que son hublot ne donne pas du bon côté du bateau. Là, tu sais. Donc, c'est le genre de personne qui n'a jamais rien de correct. Et ça aussi, ça tire du jus. On n'a pas trop envie d'être entouré de ces gens-là parce que tu peux arriver bien de bonne humeur, bien content de quelque chose, mais ils vont tellement attirer ton attention sur tout l'aspect négatif. Je vous parlais des vacances, mais ça peut être de n'importe quelle expérience. Vous les invitez à une soirée, ils vont focuser sur tout ce qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu plus intense que le négatif parce que le négatif, il peut observer, mais il ne va pas toujours le communiquer. Mais le critique, lui, il va vraiment euh, le dire et il va focuser vraiment là-dessus. Donc, c'est plate parce que à force d'attirer notre attention sur le négatif, ben on sait que, on dit en anglais, where attention goes, energy flows. Donc, où on met notre attention, c'est là que l'énergie circule. Alors, on va comme amplifier d'une certaine façon ces aspects négatifs. Alors, c'est quand même très lourd. Après ça, on a le blâmeur. Donc, les personnes, c'est jamais de leur faute. Ils ont toujours quelqu'un, quelque chose à blâmer. Et ça, il y a des cultures que je nommerai pas qui sont plus fortes que d'autres là-dessus. Hein? Ils vont jamais, jamais, jamais accueillir leurs responsabilités. Ils vont toujours trouver un coupable. C'est jamais, jamais, jamais leur faute. Et ça aussi, c'est des situations pas nécessairement faciles. J'étais hier, j'étais l'esthéticienne, première rencontre avec cette esthéticienne. Une fois en 3 ans, je pense que j'étais overdue pour un traitement. Il y a une patiente qui m'a fait un cadeau et je me suis dit, tiens, voilà, je vais le prendre vraiment pour moi, un cadeau d'anniversaire. Et c'est juste hier que j'ai eu le temps d'aller. Et donc, elle avait une nouvelle assistante depuis un mois. Et la fille avait cassé une ampoule de laser très spécifique. Vous savez qu'ici, c'est pas facile de recevoir des choses. Et elle niait que c'était elle. Mais ils sont juste deux qui sont là, puis l'esthéticienne avait laissé le truc à un endroit précis la veille, personne d'autre était venu. Et donc, elle disait que c'était pas elle. Et là, l'esthéticienne s'est mise à trouver des morceaux de verre brisés par terre. Et l'a confrontée en lui disant, mais est-ce que c'est que tu as peur que je vais te charger l'ampoule en question? Qu'est-ce que... Et elle n'est jamais venue à bout d'obtenir un aveu de responsabilité ou de culpabilité. Alors, c'est dur de vivre avec des gens comme ça parce que ils vont toujours essayer de nous renvoyer le blâme. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le gaslighting. L'exemple que je donne souvent de ça, c'est, par exemple, tu as un doute que ton chum euh, te trompe ou il y a quelque chose qui se passe parce que tu sens énergétiquement qu'il y a quelque chose avec son téléphone et finalement, tu franchis le tabou d'aller fouiller dans son téléphone et tu trouves quelque chose. Et au lieu d'admettre qu'effectivement quelque chose, ben, l'homme en question va commencer à péter une crise sur pourquoi tu es allé fouiller dans son téléphone. Donc, c'est souvent ce genre de situation. Ils vont toujours renverser la situation où c'est eux qui sont la victime et c'est toujours quelqu'un d'autre qui est coupable et ils vont essayer de générer de la honte, de la culpabilité chez vous pour se quitter de la responsabilité. Donc, un autre type de personnes qui pompent notre jus. Après ça, ben, il y a les victimes, carrément. Donc, ça, c'est les gens, les caliméros, hein, qu'on les appelle. Rappelez-vous de Calimero dans les bandes dessinées quand on était jeune. C'est des personnes à qui tout arrive. Il y en a que c'est vrai. Il y en a qui font juste attirer beaucoup, beaucoup de négatifs en eux
ils ont une espèce de saboteur intérieur. C'est souvent des situations en lien avec le manque d'estime de soi, le manque d'amour de soi. Et il y a des gens qui vivent constamment, constamment, constamment des situations dramatiques et qui se positionnent toujours en victime. Alors, il y en a que c'est des vraies situations dramatiques. Puis bon, dans ce cas-là, ben, si on est des bons amis, évidemment, on va soutenir les gens à travers leur processus. Mais il y en a qui ont le don d'aller se mettre dans des situations aussi où ils vont être victimisés. Tu sais, la fille qui en est à son quatrième conjoint violent ou qui se remet toujours dans des situations de dette incroyables, qui ne sort pas d'une, ben à un moment donné, tu sais, c'est beau de mettre le doigt vers quelqu'un, mais quand on pointe quelqu'un, il reste que il y a trois autres doigts qui pointent vers nous. Donc, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a toujours ce genre de situation qui arrive dans notre vie, hein, pourquoi notre inconscient nous donne autant d'adversité pour attirer notre conscience sur une situation en particulier. Donc, il y a des gens qui sont dans des situations comme ça. Et il y en a qui n'ont pas des vies particulièrement difficiles. Ça aussi, quand je vivais dans Westmount, je trouvais ça particulier. Des femmes qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent, qui travaillaient pas, qui étaient des femmes d'hommes bien nantis et qui venaient en consultation pour se plaindre de leur pauvre vie de femmes riches. Et oui, je sais que l'argent n'arrange pas tout, mais c'est juste des fois un petit peu hallucinant avec moi qui étais monoparentale, qui allait à McGill, qui gérait une clinique et un magasin de produits en bas avec mon jeune enfant, de voir de quoi ces femmes-là se plaignaient. Et donc, il y a des gens qui sont juste des victimes naturelles et c'est leur moyen d'obtenir de l'attention, donc de pomper notre jus. C'est quoi l'attention? C'est notre énergie vitale en se positionnant en victime. Après ça, tu as l'autre niveau de victimite, c'est les drama queens qu'on appelle, les dramaturges. OK? Ceux que c'est toujours exponentiel. Tu sais, ils te racontent quelque chose, puis c'est l'enfer. Puis j'ai cru mourir. Puis il t'appelle, moi j'avais une comme ça, une ex-amie impatiente, qui m'écrit paniquée que son fils était défiguré parce qu'il s'était fait piquer au parc, égratigner au parc. Elle m'envoie la photo, il y avait un truc. Moi, j'ai un petit TDAH qui faisait des sons martiaux. Il y avait des ecchymoses partout, des graphines partout. Ça fait mordre par un chien directement en dessous de l'œil. Il y avait une plaie comme ça. L'autre, elle m'appelle, c'est l'autre qui avait comme une piqûre sur la joue. Euh, il y a des gens qui ont le sens du drame, le sens théâtral très développé. Donc, ça aussi, imaginez le matin, vous essayez de prendre votre petit thé vert tranquille, de lire vos messages, puis il y a quelqu'un qui vous arrive en vous racontant que le monde s'est écroulé pour des niaiseries. Alors, c'est assez particulier. Ils sont toujours en train de vivre supposément des catastrophes majeures. Et c'est dommage parce qu'arrive un temps où on ne prête plus attention à ces personnes-là parce que ça fait tellement de fois qu'ils crient au loup qu'éventuellement, on ne les croit plus. Après ça, il y a ben, les manipulateurs en tant que tels, hein, les gens qu'on a toujours l'impression de marcher sur des œufs avec eux parce qu'ils disent rarement ce qu'ils pensent réellement. Ils ont toujours un agenda. Il y a toujours un motif ultérieur à ce qu'ils font. Donc, on est toujours sur la défensive parce que on sent bien qu'ils disent des choses pour nous faire réagir, qu'ils posent des gestes aussi. C'est toujours comme si on était en train de jouer un match d'échecs avec eux. Hein? On est toujours, toujours sur la défensive et on marche sur des œufs, donc c'est extrêmement drainant. Moi, personnellement, je déteste ça. Je pense que c'est une des raisons pourquoi aussi plusieurs d'entre nous dans la famille d'âme, on s'est nécessairement un peu isolés avec la situation post-pandémique parce qu'on en avait marre justement de marcher sur des œufs avec les gens. Pas nécessairement parce que c'est des manipulateurs, mais parce qu'on est rendu qu'on ne peut plus parler d'aucun sujet, que tout est rendu compliqué, puis s'ils nous posent une question, pourquoi on est en faveur de Trump ou whatever, on ne sait même pas par quel bout prendre le poisson, parce que comment tu racontes 50 vies à quelqu'un. Donc, c'est compliqué, ces situations-là où on a toujours l'impression de devoir filtrer ce qu'on dit, puis ce qu'on fait, puis que les gens ont toujours des motifs ultérieurs. Donc, les manipulateurs, c'est toujours ça. Ils essaient toujours
de nous amener, ils veulent nous influencer à faire des choses, à poser des gestes ou à prendre des décisions qui les avantagent. Eux, c'est toujours pour leur propre bénéfice et ultimement, c'est un moyen de prendre le pouvoir et le contrôle sur nous. Et en général, ben nous, les moutons noirs, je vous avais expliqué, quand je vous ai parlé des 5 blessures de l'âme, les moutons noirs, on a souvent la blessure d'injustice très prononcée. Et face à l'injustice, on adopte deux types de comportements que les bobos appelaient des masques. C'est soit le masque du conformisme, alors on va tout faire à la lettre pour essayer de respecter la justice, ou au contraire, on va développer un comportement de rebelle parce que on vit tout comme une injustice. Alors en général, on n'a pas une très bonne relation à l'autorité, etc., etc. Donc, c'est sûr que la manipulation, nous, d'abord, les empathes, on l'aperçoit très rapidement. On a le sens très aiguisé du mensonge. Donc, on perçoit les manipulations et on a une espèce d'aversion envers justement les manipulations. Donc, c'est un moyen que les gens peuvent drainer notre énergie. Alors, évidemment, si on est entouré de manipulateurs dans nos relations personnelles, c'est tel quel, on peut s'éloigner de ces gens-là. Mais le problème, c'est quand on est confronté à ça dans notre vie professionnelle. Et souvent, les manipulateurs, ben justement, à cause de leur charisme et de leur magouille, vont monter l'échelle corporative plus rapidement et vont se retrouver souvent en situation d'autorité sur les gens. Et quand c'est des manipulateurs, mais c'est vraiment ça peut causer des situations difficiles. J'ai vu régulièrement dans ma pratique des burn-out qui ont résulté de ces situations au travail, de ces situations professionnelles où des gens créaient des situations de mensonges, divisaient pour mieux régner, etc. Et certaines personnes essayaient de conserver l'emploi parce qu'il y avait plein de bénéfices, c'était près d'eux, il y avait une garderie, blablabla. Mais il y a un prix à payer énergétiquement et éventuellement physiquement. Quand on est entouré de personnes manipulatrices, ça va créer des relations qui sont d'une certaine façon abusives émotionnellement. Et ça, je pense qu'on a tous déjà connu ça. Des fois, c'est dans nos frères et sœurs, des fois, c'est dans nos parents qui ont beaucoup de manipulation. On l'a tous vécu durant la pandémie, hein? Des subterfuges que les gens mettaient en place pour essayer de convaincre un parent de se faire injecter, même quand les parents ne voulaient pas, qui nous ont menti, qui ont fait des affaires dans notre dos, on a tous connu ça. Donc, la manipulation, on sait ce que c'est et ça peut donc créer des relations émotionnellement abusives qui vont nous laisser dans un état de fatigue, de stress, d'anxiété, de confusion, de colère, de tristesse. Bref, c'est quand même très, très difficile de se faire régulièrement manipuler comme ça. Des fois aussi, la manipulation va prendre la forme de critiques. Les personnes qui sont toujours en train de nous juger, de nous critiquer, des fois devant les autres, ils vont des fois tourner ça en joke, mais c'est toujours nous autres le dindon de la farce comme par hasard. Et ça, c'est une forme d'abus émotionnel, c'est une forme de manipulation aussi. C'est un moyen en réalité de nous faire taire, comme quand on nous traitait de complotistes ou qu'on nous traite de complotistes. Euh, de, d'amoureux de Poutine et de la Russie et de Trump et de tout ça, c'est des moyens de manipulation en réalité parce que notre discours est inconfortable. Le fait que ces gens-là n'ont pas fait souvent l'effort d'aller plus loin que ce que les médias conventionnels leur disent. On les rend inconfortables d'après notre position, du fait qu'on a été capable de se tenir debout durant la pandémie et tout ça. Donc, souvent, on va nous lancer des pouilles, comme on dit chez nous, pour essayer de nous rabaisser, essayer de nous humilier, euh, pour nous ridiculiser, pour nous faire perdre notre pouvoir en réalité. Hein. C'est vraiment un moyen de nous rendre insécures pour mieux nous contrôler, pour reprendre le pouvoir sur nous. Et donc, dans le même ordre d'idée, ben, le gaslighting, comme je disais, le gaslighting, je n'ai pas trouvé un bon mot en français, je vais vraiment parler de gaslighting. Euh, qui est donc cette game qui est jouée, entre autres, par les narcissiques, mais par tous les manipulateurs, d'essayer de faire croire à l'autre personne que c'est elle qui est folle, que c'est elle qui a oublié quelque chose. C'est pas ça que j'ai dit,
c'est pas ça que ça voulait dire, tu pas remarqué qu'une telle, est partie quand tu es arrivé. Ils vont créer toute une situation, tout un scénario pour qu'on se mette à douter de nos propres perceptions. Et donc, ça aussi, c'est un moyen de nous isoler, de nous contrôler, de nous manipuler. Et c'est vraiment très désagréable et ça peut contribuer à nous drainer énergétiquement. Ça peut être un moyen de nous vampiriser. Euh, Comme je le mentionnais, les manipulateurs ont souvent eux-mêmes des problèmes de limites personnelles et donc ils ont de la difficulté à communiquer aussi leurs émotions sainement. Au lieu de dire à quelqu'un, tu sais, j'éprouve de la jalousie quand tu parles avec telle personne, ben, il va se mettre à essayer de nous ridiculiser publiquement pour qu'on se sente mal et qu'on arrête de parler et qu'on se dégonfle au lieu d'être capable de nous dire les vraies affaires. Hein. Donc, c'est des gens qui ont de la difficulté à communiquer et ils utilisent ces tactiques pour essayer de nous contraindre et nous amener à renoncer à notre propre pouvoir. Alors, qu'est-ce qui fait que des gens vont développer des traits de vampire émotionnels? Euh, des gens qui sont dans des relations de codépendance, encore une fois, qui peuvent vivre beaucoup d'insécurité, qui peuvent avoir eu des troubles de l'attachement, pour toutes sortes de raisons, sont dans une situation de codépendance, de jalousie, etc. Et ça peut amener ce genre de situation de vampirisme émotionnel. Au niveau des liens d'attachement, les gens qui ont développé un style d'attachement insécure, évitant ou anxieux peuvent aussi nous vampiriser. Que ce soit quand on est tout seul avec, c'est comme justement, ils ont manqué d'être sécurisés au niveau de l'attachement quand ils étaient plus jeunes. Donc, ils veulent capter toute notre énergie, toute notre attention, tout notre temps. C'est le genre de personnes, des fois, qui veulent pas qu'on ait d'autres meilleurs amis qu'eux, hein, qui veulent nous garder pour eux toutes seules, qui ne veulent jamais nous voir avec d'autres personnes en même temps. Ils veulent avoir 100% de notre attention. Ils vont toujours nous parler mal des autres, justement, pour essayer de nous garder. Donc, ça peut être lié au style d'attachement. Dans les styles d'attachement, il y en a quatre. Il y a le style sécure, là. Bon, ça, c'est 50 à 60% de la population. Moi, je vous dis, j'ai souvent une vision biaisée de la population parce que les gens qui vont bien viennent pas me voir en consultation. Moi, j'aurais cru que c'était beaucoup moins que la moitié de la population qui avait un style d'attachement sécure parce que très souvent, les gens ont des problèmes au niveau de l'attachement, mais en tout cas, dans ma pratique clinique, j'attire peut-être ça inconsciemment, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est 50 à 60 qui ont un attachement sécure. Au niveau du style évitant et craintif, ça, c'est les gens qui vont entreprendre des relations, puis qu'après ça, ils vont ghoster la personne après un temps parce qu'ils vont éviter de s'engager émotionnellement. Euh, Ils vont déménager régulièrement, ils vont avoir deux, trois personnes en même temps. Donc, on en connaît tous des gens comme ça, là, des, des, indisponibles émotionnellement. Donc, c'est des styles évitants, craintifs et ça représente 25. C'est quand même beaucoup. Selon mon expérience, il y en a plus du côté des hommes que du côté des femmes. Le style anxieux fusionnel qu'on appelle aussi insécure ambivalent. Donc, ça, c'est les gens qui alternent entre les deux. C'est-à-dire que soit ils évitent d'être en relation parce que c'est trop souffrant pour eux, et après un moment, ils n'en peuvent plus, et là, ils rentrent en relation et là, sont fusionnels. Alors, c'est ça qu'on les appelle les ambivalents. Et ça représente à peu près 20 de la population. Après ça, il y a un 5 qui est l'attachement qu'on appelle désorganisé, chaotique ou désorienté. C'est ceux qui ont un peu de tout et ceux-là, c'est plus difficile d'essayer de les recadrer. Mais tout ça, même si c'est ça qu'on a reçu comme bagage, on peut faire un travail, on peut travailler avec Chantal Anne, on peut travailler avec d'autres qui sont sensibilisés à la question des styles d'attachement, qui savent travailler en résolution de trauma et on peut aller recadrer nos formes d'attachement. Évidemment, on a tendance à rencontrer des gens quand on a un style d'attachement dysfonctionnel, on va souvent attirer des gens qui sont complémentaires parce que ben, la personne qui a un style anxieux, ben, elle va s'attirer un fuyant, un évitant, et donc ça crée des relations extrêmement toxiques et très souffrantes. Alors, c'est important de travailler ça. Après ça, les gens peuvent avoir des troubles de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, qui vont faire encore là, qui vont vouloir prendre notre énergie inconsciemment. Le trouble bipolaire, ça aussi, c'est très difficile. Certains troubles de personnalité qui vont faire que les gens vont pas reconnaître comme les signaux sociaux qui vont pas
euh, ressentir justement, qui ont moins d'empathie, comme les narcissiques et qui vont pas se mettre à la place de l'autre, donc qui reconnaissent pas le sentiment ou la limite de l'autre. On va parler évidemment des narcissiques, mais aussi des gens qui ont des troubles de personnalité limite, par exemple. Après ça, un historique de traumatisme, d'abus ou de négligence. Si on n'a pas travaillé ces choses-là, ben c'est sûr que ça continue de nous habiter et ben on peut trouver des moyens, des soupapes inconscientes pour essayer de résoudre ces questions-là en étant des vampires énergétiques parce que on a donc des trous, nous, dans notre aura, dans notre attachement, dans plein de trucs et inconsciemment, on peut essayer de les remplir. Il y en a qui vont le faire avec des substances, des drogues légales ou illégales. Il y en a qui le font avec le travail. Il y en a qui le font avec la sexualité. Bien, il y en a qui vont le faire avec l'énergie des autres. Hein. C'est un moyen de remplir des vides. Alors, 10 comportements typiques des vampires. Je vais les passer un petit peu rapidement parce qu'ils sont assez clairs. Euh, Ils veulent toujours être le centre d'attention. Hein, évidemment, là, vous les amenez dans une fête, ils veulent être toujours le centre d'attention. Puis quand la stratégie d'être le centre d'attention de la conversation ne marche pas, ben des fois, ils vont vampiriser une personne en particulier, ils vont s'attacher à une personne et ils vont la monopoliser toute la soirée. Et une des façons qu'ils vont faire aussi pour monopoliser la conversation, des fois, ils vont faire semblant de s'intéresser à quelqu'un, mais ils vont tout ramener à eux. La personne va dire, oh, j'arrive de vacances de tel endroit, et là, eux autres, ils vont prendre le ballon au vol et ils vont se mettre à montrer des photos de tout leur voyage. Donc, ils vont vraiment monopoliser l'attention ou s'ils n'arrivent pas à monopoliser dans le groupe, ils vont s'attacher après une personne. Ils vont s'insérer aussi dans les conversations sans aucun respect des limites des autres. Ils vont tout exagérer. Hein? Ils ont toujours plus que nous. Si on a fait un marathon de 10 km, ils en ont fait un de 15. Hein? Ils ont toujours plus, plus. Leur situation est toujours plus grave, plus belle. C'est plus, plus, plus. Ils ont toujours un pas d'avance sur nous. Il diminue les problèmes des autres. Donc, encore une fois, si quelqu'un raconte une histoire qui vient de lui arriver, ça va être comme ah oui, mais moi, il m'est arrivé telle chose. Hein? Donc, ils vont diminuer la situation de l'autre et rehausser la leur. Ils vont blâmer les gens pour tout, comme on le disait tantôt. Donc, ça aussi, c'est un comportement assez typique. Euh, Ils vont toujours nous laisser avec une situation d'épuisement. Une sensation, pardon, pas une situation aussi peut-être, mais euh, les, in les interactions avec des vampires énergétiques nous donnent toujours la sensation d'être fatigué. On peut avoir, comme je l'avais, l'envie de prendre un stimulant après, l'envie d'aller se coucher, l'envie de s'isoler, mais c'est jamais un échange duquel on sort énergisé. Alors ça, c'est un signe. Donc, si vous avez des gens comme ça, que ça fait plusieurs rencontres, que vous partez de là, vous êtes super fatigué, vous avez juste envie de rentrer chez vous, de vous écraser, puis de rien faire, ou d'aller prendre un stimulant, ou d'aller vous vider le cœur, à un moment donné, il faut commencer à regarder, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Là? Des fois, il y a des amitiés qu'on traîne depuis longtemps, et c'est des gens comme ça, puis nous, on est rendu à un autre niveau de confiance. On peut avoir fait du travail sur nous, mais la personne a fait du surplace et on se rend compte à un moment donné qu'on n'a plus le goût de ça, on n'a plus le goût d'être dans des dynamiques de plus basse fréquence ou voire toxiques, drainantes, et à un moment donné, ben, on a des coupures à faire. Donc, ces émotions qu'on peut ressentir au contact de ces personnes, comme je disais, ça peut être de la détresse, bon, la fatigue, évidemment, le souci, la colère, culpabilité, honte, si on réussit à nous manipuler dans cette direction-là, tristesse, déception, confusion. Très souvent, surtout avec les situations de gaslighting, on va créer de la confusion mentale chez l'autre. Eh bien, ces émotions peuvent nous mener éventuellement vers le stress, l'anxiété et même la dépression. Donc, ça peut avoir des conséquences physiques, particulièrement si c'est des gens proches comme conjoints, parents ou des collègues de travail. Alors, euh, un autre trait, ben, c'est qu'ils ignorent très souvent, les vampires énergétiques, les indices sociaux et les limites des autres personnes. Et ça aussi, ça va être assez caractéristique. Par exemple, ils peuvent poser des questions très personnelles à quelqu'un devant un groupe sans avoir conscience que ça peut
rendre l'autre personne mal à l'aise. Ils lisent pas les signaux de l'autre. Ils sont tellement imbus d'eux-mêmes ou tellement dans leur souffrance qu'ils ne lisent pas, ils n'ont aucune empathie envers l'autre personne. Alors, comment on va faire pour s'en protéger? Alors, je vous rappelle que euh, je vais créer un blog avec le contenu de ce soir qui sera disponible. Le lien sera dans mon infolette ou sur mon site web dans les prochains jours. Alors, vous pourrez avoir toute cette information parce que je pense qu'on a tous besoin à certains moments d'être capable de se créer des boucliers énergétiques. Évidemment, dans l'atelier sur la libération émotionnelle, on a fait carrément des techniques d'ancrage et tout ça. Je ne peux pas rentrer là-dedans dans une émission grand public d'une heure, mais il y a des petits trucs quand même que je peux vous partager. Alors, la première chose à faire, là, si on voit que c'est récurrent, encore là, si c'est situationnel, ton ami d'enfance qui a toujours été là pour toi vit un deuil, puis un divorce en même temps, puis une perte d'emploi, ben oui, tu peux endurer qu'elle soit un vampire énergétique pendant quelques semaines. Mais si c'est une situation vraiment récurrente, que tu identifies que c'est un vampire énergétique ou pire, pervers narcissique, la meilleure chose à faire, t'es coupes de ta vie. T'es coupes de ta vie. Je vous l'ai dit souvent, on ne guérit pas du narcissisme. On ne changera pas le narcissique. On ne changera pas un narcissique. Quand c'est nos enfants, c'est compliqué parce qu'évidemment, on ne veut pas couper la relation avec nos enfants. Dans certains cas, il y a des gens avec lesquels on n'a pas le choix d'avoir une interaction, par exemple le père de notre enfant. Eh bien, si on ne peut pas couper carrément la relation, ce serait la meilleure option, ça va être de réellement limiter nos interactions avec ces personnes, limiter notre exposition, fixer des limites claires, parce que les vampires énergétiques, vous donnez un pouce, ils veulent un pied. Donc, il faut toujours qu'on cadre les situations. Par exemple, vous ne les laissez pas venir chez vous où ils peuvent s'installer. Vous leur donnez rendez-vous dans un endroit public, par exemple au petit déjeuner avant d'aller travailler parce que vous savez que ça va avoir une durée X. Mais si ça vous draine trop et que ça affecte votre travail, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais l'idée, c'est de ne pas amener leur énergie chez vous, d'avoir une durée de temps X que vous passez avec eux dans un environnement X aussi et vraiment respecter vos limites et les faire respecter. Et ça, ben, ça vient avec la capacité d'exprimer clairement et de manière assertive nos besoins. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Je sais que pour les introvertis, c'est plus difficile de répondre du tac au tac et de mettre leurs limites. Alors, la petite phrase magique là, pour les introvertis, c'est je vais y penser puis je vais te revenir. Si vous n'êtes pas capable parce que vous êtes en réaction sur un, je vais y penser, je vais te revenir. Alors là, vous avez le temps de digérer, de dire, OK, s'il faut vraiment que j'ai cette conversation-là, est-ce que je suis obligée de l'avoir en personne? Parce que c'est sûr qu'en personne, ça va être plus drainant énergétiquement, ou je pourrais la faire par vidéo, par appel conférence. Est-ce que c'est vraiment moi qui dois régler cette situation-là? Est-ce que, donc, analyser si réellement vous devez être en interaction avec la personne. Et si oui, vous cadrez, vous choisissez le moment, l'heure, la durée et de quelle façon ça va se faire. Apprendre à dire non, hein? Ça aussi, parce que pour les empathes, c'est pas toujours évident, surtout si on a un passé avec des troubles d'attachement, qu'on a peur de l'abandon, etc. Des fois, c'est difficile de dire non, de mettre nos limites et de les faire respecter. Mais c'est hyper important parce qu'encore une fois, le vampire énergétique, si vous n'êtes pas constamment en train de mettre vos limites, il va passer par-dessus comme un bulldozer. Donc, c'est important de se dire nos limites, de les exprimer clairement et de les faire respecter et de revenir. Hein, la personne vous dit, ah, on peut non, on avait convenu que c'était à telle place à telle heure. On ne peut pas trop donner de flexibilité parce que, comme je dis, si vous donnez un petit peu, ils vont s'installer. S'ils ont une emprise, ils vont prendre le bol au complet. Protéger notre énergie émotive, émotionnelle. Souvent, les vampires énergétiques, quand on parle de narcissisme, sur beaucoup de chaînes américaines, on parle de supply, hein, donc la fourniture, parce que c'est ça, les vampires énergétiques, ils veulent se nourrir de notre énergie. Donc, souvent, ils vont essayer de provoquer des réactions. Euh, des réactions de drame parce qu'ils carburent à ça, mais par exemple, s'ils savent que vous éprouvez un sentiment d'injustice très fort, moi, une des techniques de mon ex, c'était de m'accuser de choses que je n'avais pas faites. Ça m'énerve, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à gérer.
Et avec le temps, j'ai appris que c'était une de ces techniques de manipulation parce que tant qu'il me maintenait là-dedans, il y avait mon attention, il y avait ma colère, il se nourrissait donc de ces émotions négatives. Et moi, après ces interactions, j'étais complètement drainée énergétiquement. Si j'avais le plan de sortir, si j'avais le plan de faire quelque chose, j'annulais parce que j'étais drainée énergétiquement. Donc, c'est lui qui gagnait. C'est vraiment, c'est pervers complètement, ces techniques de manipulation, mais elles sont bien réelles. Alors, le vampire énergétique, il se nourrit de nos relations. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de ne pas lui en donner. Vous ne donnez pas de réaction. Il y en a combien de personnes qui vont faire ça, qui vont, par exemple, mettre des publications sur leurs médias sociaux dans le but de faire réagir leur ex ou dans le but de faire réagir quelqu'un, hein, parce qu'ils se nourrissent des commentaires, ils se nourrissent de la peine, de la colère, des sentiments de l'autre, même si ce sont des sentiments toxiques. Anciennement, dans le marketing, ils disaient parlez-en mal ou parlez-en bien, mais parlez-en. Mais c'est un petit peu la devise, je dirais, des vampires énergétiques. Ils veulent susciter une réaction parce que pendant que vous êtes en interaction avec eux, ben, ils ont votre attention et ils se nourrissent de ça. Une manière aussi de faire ça, c'est de toujours traîner la personne. Mettons, vous leur avez prêté quelque chose ou vous attendez une réponse de leur part. Ils vont vous étirer, étirer, étirer dans le temps parce que comme ça, vous continuez à être derrière eux et c'est un moyen d'être en contrôle, c'est un moyen de prendre votre énergie et de vous faire réagir de différentes manières. Alors, dans le même ordre d'idée, hein, on évite de leur donner des réactions. On reste le plus neutre possible. On fait comme si ça ne nous dérange pas. On les ignore le plus qu'on peut. Hein. Il y a un autre dicton qui dit lorsque il y a plus de public, le clown arrête son spectacle. Alors, c'est vraiment ça. Hein. C'est la meilleure tactique à avoir avec autant les narcissiques que les manipulateurs et les vampires énergétiques. C'est de pas avoir de craque dans notre carapace. Il faut vraiment rester le plus impassible possible, le moins réagir et le moins leur accorder d'attention et d'énergie émotionnelle. Si vous commencez à les écouter, si vous essayez de les conseiller, etc., ils viennent de rentrer à travers la petite brèche que vous venez de leur ouvrir. On va aussi éviter de discuter avec eux, justement parce que un des traits des vampires énergétiques, c'est qu'ils veulent se plaindre, ils veulent vous vampiriser, ils vont vous poser 3000 questions, mais ils n'écoutent jamais réponse. Ça, j'en ai, moi, ça m'arrive des patients comme ça. Je règle ça assez vite aussi. Donc, ils veulent juste se plaindre, mais ils veulent rien mettre en action. Et ça, on le voit parce que, par exemple, dans le cas des thérapeutes, ces personnes-là, souvent, ils ont vu plein de thérapeutes. Euh, Quand on sait que c'est des gens compétents qui ont vu, là, ça se peut qu'ils ont rencontré des gens qui n'étaient pas la bonne personne pour leurs problèmes ou pas le bon match énergétique. Mais quand on sait qu'ils ont fait le tour de plein de bons thérapeutes, là, puis ils continuent, mais souvent, ils veulent pas une situation, ils veulent pas de solution à leurs problèmes. Ils veulent juste se plaindre, ils veulent juste la nourriture énergétique du clinicien. Il y a des gens comme ça que quand ils ont plus d'oreilles dans leur entourage, ben, ils vont se payer des amis, hein, ils vont se payer des cliniciens pour venir se plaindre ou leur coiffeuse ou n'importe qui. C'est pour ça que c'est rendu très lourd de travailler avec le public parce qu'il y a beaucoup de ça avec la charge émotive que les gens ont dernièrement. Ça tire beaucoup de jus d'être au front, si on veut, ces temps-ci. En plus que souvent, on est obligé de filtrer notre discours parce qu'on ne peut pas parler de plein d'affaires. C'est assez particulier. Donc, on évite carrément de discuter avec eux parce que ça ne mènera pas nulle part. Ils ne veulent pas avoir de réponse, ils ne veulent pas avoir de conseils, ils veulent juste vous prendre votre énergie. Donc, juste éviter la situation. Euh, Apprendre à dire non, on en a parlé, c'est un autre truc de vraiment se protéger de ça et dire non sur tous les plans. Et il faut ajuster nos attentes. Il faut ajuster nos attentes parce que justement, on dit souvent que les femmes, on tombe pas en amour avec l'homme, on tombe en amour avec le potentiel de l'homme. Je parle des hétéros, là, vous adaptez le discours, vous savez que je suis pas woke. Euh, donc, c'est souvent un problème qu'on a comme un peu d'embellir dans notre tête la situation. Ben, avec les pervers narcissiques, ils se présentent comme très charmeurs et les vampires énergétiques sont souvent aussi très charismatiques. C'est comme ça qu'ils arrivent à monopoliser l'attention. Et donc, des fois, on a une image qui est complètement irréaliste
de ces personnes-là et des attentes aussi irréalistes parce que justement, en début de relation, ils vont nous présenter une image d'eux qui n'est pas du tout cette image-là et ils vont être fusionnels avec nous, ils vont nous faire sentir qu'on est le centre de leur univers, mais ça dure vraiment pas longtemps, ça dure juste le temps de nous pomper notre énergie, de nous pomper nos ressources et après ça, ils nous laissent comme une vieille pleure d'orange vidée quand ils ont extrait toutes nos ressources. Alors, il faut vraiment ajuster nos attentes et être très conscient qu'on ne pourra jamais changer les narcissiques. Et dans les cas des vampires énergétiques, c'est souvent la même situation, à moins que ça soit temporaire. Alors là-dessus, je vais aller voir quelques commentaires. Je ne les prends pas par ordre d'importance, j'y vais vraiment au hasard. J'ai un nouveau téléphone depuis hier qui est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, je vais faire ce que je peux. Bon, il y a beaucoup de allô, belle communauté, tout ça. Bonsoir à tous. J'en connais une en ce moment, Sylvie. Oui, on en connaît tous. Hein? Claire qui dit tu es si généreuse. Ben, merci. Marie-Agnès, ce sujet tombe à point. Ben oui, ben je vous parle de ça avant des fêtes, puis avant qu'on se regroupe avec du monde. Souvent, il y en a hein, des vampires énergétiques puis des narcissiques dans notre famille. Donc, on se prépare d'avance. Puis aussi, c'est pour ça que je vous donne tous les outils de libération émotionnelle, reconnaître les causes de fatigue dans le webinaire de mercredi, le masterclass dimanche le 15 sur supporter l'énergie de nos surrénales. Vous avez tous les liens en haut du live. Allez vous inscrire. Attendez pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Vous me créez plein de stress quand vous faites ça. Vous vampiriser mon énergie. Allez faire ça. Si vous savez que vous allez vous inscrire de toute façon, pourquoi pas aller le faire rapidement? Ça me permet à moi aussi, si j'ai des documents à vous faire parvenir ou du planning à faire, de le faire en conséquence. Donc, oui, c'est un sujet, bien évidemment, j'essaie toujours d'arrimer mes sujets, non seulement avec votre discours, ce dont vous me parlez, mais aussi avec la saison. Tu sais, je ne vous parle pas d'immunité au mois de juillet, là, en général. Ça, c'est fatigant. Quelqu'un dont ce n'est jamais la faute. Oui, tellement, Claire, tellement. Carole, bon, les bonsoirs, les merci, les bonsoirs, clairement. Nous garder dans la peur, oui. Éric, j'aime ça quand j'ai des gars dans mes événements parce que ça a toujours beaucoup plus de femmes. Alors, je suis contente qu'il y a des gars. Puis quand les gars interagissent, parce que des fois, quand c'est des sujets comme ça, les gars sont moins ouverts à s'afficher dans des webinaires ou des événements où on parle d'émotionnel ou d'énergétique. Alors, ça me fait plaisir, Éric, que tu sois là. J'ai vécu ça avec mon ex-employeur. Oui, ça arrive. Ça arrive et comme je dis, c'est souvent une des causes d'épuisement professionnel. Bonsoir Chantalane et tout le monde. J'ai connu ça avec mon ex, Francine. Bon, ça, ben, je vous en ai parlé dans des trucs sur les narcissiques, mais les relations, les femmes qui ont passé, je dis les femmes là, parce que il y a beaucoup plus d'hommes narcissiques que de femmes, une connexion hormonale. Et quand on a passé aux mains d'un vrai ou de vrai au pluriel narcissique, là, parce qu'il y a des degrés de narcissique, euh, ça laisse des cicatrices. Il faut vraiment faire un travail avec des gens qui savent ce que c'est et qui travaillent en résolution de trauma parce que ça laisse des cicatrices. Been single for 3 years and feeling comfortable with myself and not looking for a relationship. What category would you put that in? Ben, ça n'a pas rapport vraiment parce que dit que la personne est célibataire depuis 3 ans, qu'elle ne cherche pas vraiment une relation. Dans quelle catégorie je mettrais ça? Ben, ça ne veut pas dire que tu es un vampire énergétique. Ça ne veut pas dire nécessairement, c'était peut-être par rapport au style d'attachement, la question, parce que je parlais du style évitant qui vont butiner à plusieurs fleurs, ils ne vont pas se déposer nulle part. Il y a toutes sortes de raisons hein, pourquoi quelqu'un peut
être dans cette situation-là. Ça arrive que c'est des femmes aussi. Des fois, on sort justement d'une relation qui a été traumatisante et on a du travail à faire sur soi. On a besoin de guérir de la relation et on n'a pas nécessairement envie de rembarquer dans une autre relation. Et donc, ça peut arriver que temporairement dans notre vie, on veut fréquenter plusieurs personnes parce qu'on veut pas s'attacher. Ça veut pas dire qu'on a un style évitant d'attachement. Le style d'attachement, ça se construit en général entre 0 et 7 ans. Donc, quand on arrive à l'âge adulte, on a déjà notre style d'attachement. Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, qui a été dans plusieurs relations, euh, des longues relations, des relations qui étaient en général saines, puis que là, elle décide temporairement, peut-être que quelqu'un veut s'en aller vivre ailleurs, est en préparation, est sur le point d'être en retraite, va changer de mode de vie. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qu'on n'ait pas envie en ce moment d'être en relation. Tant qu'on est clair pourquoi, ça signifie pas nécessairement qu'on a un problème d'attachement. Hein. Le problème d'attachement, on va l'avoir identifié dans plusieurs relations habituellement. C'est plus des personnes qui vont arriver à l'âge adulte ou à la cinquantaine et qui n'ont jamais eu de relations sérieuses. C'est plus comme ça. Ou qui en ont eu, mais qui étaient tout le temps en train de tromper leur conjointe ou qui étaient là, mais qui n'étaient pas là. Donc, ils ont un pattern, il y a un schéma de ça. Alors, nous en connaissons tous. Il faut se protéger si nous ne l'avons pas encore fait. Ben, c'est que des fois, on n'a pas les mots. Il y a des fois, on sait juste que il y a des gens avec lesquels on se sent inconfortable, qu'on se sent fatigué, qu'on a tendance à les éviter, mais on ne mettait pas de mots dessus. Et là, je pense que d'avoir des émissions comme celle-là, ça nous aide à nommer les choses, à les identifier. Et, ah oui, OK, c'est ça qui est en train de se passer parce que là, tu es dans le public, OK, tu dis, OK, ma cousine est tout le temps en train de monopoliser l'attention, ou ben donc, elle se colle comme une sangsue après quelqu'un le restant de la soirée. Elle me demande toujours des faveurs, mais elle n'est jamais là quand moi j'ai besoin qu'elle me rende un service. C'est toujours dans un sens unique. Et là, tu dis, ah oui, OK, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, mentalement, tu regardes les autres points, puis tu dis, ben, c'est ça, c'est une vampire énergétique. Et là, ben, tu ajustes ton comportement en fonction de. Alors, Éric qui dit, il cherche des souffres-douleurs. Oui, absolument. Ben, des, il cherche un supply, une fourniture d'énergie. Euh, j'ai des difficultés avec ça. Je vois mal un petit peu. Apprendre à dire non et devenir non gentil. Ouais. C'est tout un travail, la question des limites personnelles. C'est souvent, je te dirais, Éric, je le dis parce que c'est toi qui as fait le commentaire, mais c'est vrai pour tout le monde. Ça revient toujours à l'ancrage. Je vous parle souvent de l'ancrage parce que c'est la base. Quand on est bien ancré, on a un meilleur sentiment de sécurité et on peut descendre en soi pour aller voir pourquoi on ne veut pas dire non. Et si on pose des questions honnêtement et sans jugement, en général, on va avoir les réponses. Ça peut nous ramener à une situation de notre enfance où, quand on a dit non, ça a eu des conséquences négatives, ou ça va être lié à une de nos blessures, les 5 blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice, puis, c'est quoi l'autre? Ouais, ça m'échappe. Je n'oublie tout le temps un des 5. Et donc, c'est d'aller voir c'est quoi le sentiment derrière que tu as peur de toucher. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la peur du rejet? C'est la peur de l'abandon? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de dire non et que tu as développé? C'est le masque du gentil, là. Il y a des raisons derrière ça. Et si tu n'adresses pas la cause, ben, tu vas continuer d'utiliser le filtre ou le masque parce que c'est un mécanisme de protection en réalité que tu as développé. Je dis tu, mais on est plein qu'on pourrait inclure là-dedans. Là. Alors, nous en connaissons tous. Bon, il faut se protéger, je l'avais lu. Allô, Chantal, allô. Tellement intéressant. Merci, merci, Francine. Très gentil. Merci, Louiselle. Merci pour toutes les informations. Nicole, merci. L'autre Nicole. Tu as le sujet qui était dans mes cellules. Merci. Hey, cool. L'autre Louise. My God. Il y a des noms qui me viennent. Ben oui, hein? Ça, c'est inévitable. Quand on parle de sujets comme ça, on met des noms ou des visages sur la thématique. Et quand je parle de maladie, les gens ont tous les bobos, ils veulent tous aller chercher tous les suppléments.
C'est un mécanisme humain normal qui me viennent. Combien de fois j'ai perdu de temps et d'énergie à apporter des conseils et plutôt offrir des directions pour les aider à choisir ce qui leur conviendrait mieux. Ouais, ben c'est là qu'on voit ceux qui cherchent des solutions et ceux qui cherchent juste à pomper notre énergie. Moi, ma limite, c'est 3. Moi, je fais souvent les affaires en 3 dans la vie. Si quelqu'un a fait 3 consultations et n'a pas mis rien en pratique, je mets fin à, au processus. Même si c'est comme ça que je gagne ma vie, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de mes services. Alors, si tu es juste là pour me raconter ta même histoire et te retraumatiser en la racontant à chaque fois, et que ça fait 3 consultations que tu me parles de la même chose et que tu n'as rien mis en action, moi, c'est là que je tire la plug. Et dans la vraie vie, c'est comme ça aussi. Si je vois que c'est quelque chose qui est répétitif, à 3, parce que plus que 3, tu deviens participant, tu es consentant à ce que la personne te bouffe ton énergie. La première fois, tu peux te faire prendre. La deuxième fois, tu testes si c'est encore comme ça. Mais là, la troisième fois, tu consens. Là. Fait que c'est une relation de codépendance. Il faut aller voir c'est quoi qui se passe là. Alors, oui, il faut regarder si c'est un pattern. Si c'est un pattern, il faut poser des choix. Puis le pattern en 3, pour moi aussi, c'est quand l'univers m'envoie le message de 3 manières différentes. Là. 3 personnes qui me parlent d'un livre ou qui me proposent quelque chose ou qui. Là, OK, là, l'univers essaie de me dire quelque chose. Là. Alors, le 3, pour moi, c'est significatif. Alors, Louise, oui, c'est vrai. Marie-Agnès, mon Dieu. L'alcoolisme et les toxicomanies peuvent créer des vampires énergétiques agressifs. Euh, Presque tout le temps, ça crée des vampires énergétiques et c'est vrai que ça peut amener vers l'agressivité. En fait, toutes les formes de dépendance peuvent faire ça. Je l'ai vu dernièrement, j'étais très perturbée des vidéos d'enfants qui sont accros à leur tablette, aux technologies et les parents qui leur enlevaient la technologie et ces enfants devenaient des monstres littéralement. Donc, les dépendances, parce qu'elles génèrent de la production de dopamine, donc l'hormone d'addiction en réalité, qui fait qu'on en veut tout le temps plus, que ce soit la pornographie, etc., etc. Et donc, quand ces gens-là sont en manque, souvent, ça peut amener des réactions d'agressivité. Alors, c'est vrai, mais justement, il y a souvent des grandes souffrances derrière euh, la question des dépendances. J'aime beaucoup Dr. Gabor Maté sur toute cette question des dépendances. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube, certains qui sont traduits. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, c'est une bonne ressource. Euh, Thanks for commenting on my question. No problem. Lucie. Merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Pas toujours évident de plus nourrir ces personnes, mais je m'en viens vraiment bonne. Oui, c'est un entraînement. Hein. Je réussis à fermer la porte à ces personnes, mais c'est un deuil, oui, ça c'est sûr. Et il y avait des bons côtés à ces personnes, mais en même temps, euh, c'est lourd. Tabarnouche que je vois mal. Alors, on doit tellement se choisir euh, et prendre ses distances comme tu as bien expliqué. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un entraînement. Euh, on devient meilleur avec le temps et plus on travaille la question de notre ancrage et de nos limites, de nos frontières, plus ça devient facile. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes que ça nous fait plus de peine que d'autres de devoir les sortir dans notre vie. Mais à un moment donné, ça devient de la survie parce que quand il y a des gens qui nous vampirisent, comme on l'a dit, là, ça peut mener carrément à des maladies, à l'épuisement des surrénales, le burn-out professionnel, on l'a dit. Mais
ça peut mener à toutes sortes de problèmes de santé aussi. Parce que des fois, c'est ça, on veut pas lâcher le morceau parce qu'on a un attachement. On a un attachement parce que c'est notre conjoint, on a un attachement parce que c'est notre enfant, puis on n'arrive pas à couper le cordon. Mais, tu sais, notre première responsabilité, c'est par rapport à nous-mêmes, hein. Quand on est venu au monde, il y a un humain qui nous a été confié et cet humain-là, il faut s'en occuper jusqu'au dernier souffle. Donc, c'est notre première responsabilité. C'est pour une raison que dans l'avion, il faut mettre le masque à oxygène sur le parent avant de le mettre sur l'enfant. Parce que quand nous autres, on ne tient plus, on n'est plus utile à personne. Donc, c'est sûr que des fois, c'est des choix pas évidents. Puis ces gens-là, comme je disais, souvent sont très charismatiques. Ils n'ont pas que des mauvais côtés. Et souvent, justement, si on est un empathe, l'attention qu'ils nous donnaient au début, quand on sent qu'on est la seule personne au monde puis qui nous regarde comme un chien qui reçoit un nouvel os, euh, c'est sûr qu'on peut manquer ça. On appelle ça le trauma bonding en langage de narcissique. En fait, c'est que ça nous donne un rush d'adrénaline, puis de dopamine aussi, puis d'ocytocine, puis toutes les hormones qui font qu'on se sent bien. Alors, c'est très difficile, des fois, de mettre fin à ces relations toxiques parce qu'ils ne sont pas juste toxiques. Tu sais, les femmes qui se font battre, ils ne retourneraient pas là, avec le gars s'il y avait juste des mauvais côtés, s'il avait commencé en les battant. C'est qu'au début, il les a il les a fait tomber dans ses filets avec tous les bons côtés en étant le prince charmant, puis en étant fusionnel, puis ils ont souvent la capacité à mimiquer, c'est des espèces de, de, de caméléons et qui vont se mettre à pratiquer un sport parce que tu le pratiques, qui vont étudier ton champ d'intérêt, qui vont. Alors, tu as l'impression que c'est le prince charmant quand tu le rencontres. Ils sont hyper charismatiques dans bien des cas. Donc, wow, on fait comme au début, tu as l'impression que tu es tellement chanceuse ou chanceux d'avoir rencontré cette personne-là. Mais après ça, c'est quand le pompage commence. Là, ben, quand on essaie de se retirer de la relation, ils vont nous remettre le masque qu'ils nous ont mis au début, avec lequel on est tombé amoureuse ou avec lequel on est tombé en amitié ou peu importe. Et là, c'est ça qui fait que c'est difficile à repartir parce que on veut toujours regagner le high qu'on avait au début de la relation avec ces personnes-là. Alors, c'est conscient, là, ce qui fait. Ils vont nous en donner, ils vont nous donner comme des, des accros à la coke ou au crack. Ils vont t'en donner juste assez pour que tu restes accro, tu sais. Quand tu vois que tu es en train de t'en sortir, ils vont t'en donner une petite dose pour que tu restes accroché jusqu'à temps que tu trouves assez de force en toi. Mais le problème, c'est que avec chaque cycle où on retombe dans leur filet, on s'affaiblit, on perd de la confiance en soi. Ils font toutes ces dynamiques de gaslighting, comme on a dit tantôt, qu'à un moment donné, on se demande si on est folle. C'est peut-être vrai que c'est de ma faute. Puis ça devient très, très difficile de se sortir de l'emprise de ce genre de personnes-là, dans certains cas. Évidemment, pas si c'est une nouvelle personne ou quelqu'un qui est dans ton cours de Zumba. Là. On parle de quand c'est des gens qui sont proches de nous. Et des fois, ça prend de l'aide professionnelle. On ne se le cachera pas. Des fois, ça prend de l'aide professionnelle. On commence par faire ce qu'on peut faire, mais si on identifie puis on voit qu'on retombe toujours dans la soupe toxique, à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide. C'est un problème. Moi, j'ai rencontré un homme euh, qui boudait souvent quand ça faisait pas son affaire. Il s'en allait. Oui, des passifs agressifs. Ouais, c'est ça. On n'aime pas ça, les passifs agressifs. Moi, je déteste ça aussi. Ça fait partie de la situation de marcher sur des œufs. C'est un moyen de contrôler aussi, parce que c'est eux autres qui contrôlent à ce moment-là quand est-ce qu'ils vont se remettre en relation avec nous autres. C'est une forme d'abus émotionnel, le boudage. Euh, le recul fait comprendre beaucoup de choses, oui. Marie-Hélène, ce que j'ai connu ça pour avoir pensé au suicide plusieurs fois, mais j'aimais trop ma fille pour lui éviter d'être élevée euh, par un père pervers narcissique. Oui, j'ai connu l'enfer. Lui qui n'a jamais élevé la voix pendant 4 ans, mais le
Mais le mal des ouf, bon, le mal des bon, je sais pas, de fond revenait, dans les là, c'est que mon téléphone est très petit. En plus, j'ai la lumière, pour la projection dans le visage et le reflet de mes lunettes. C'est pour ça que j'ai de la misère à lire comme ça. Pensez pas que Chantal a bu ou qu'elle a un trouble cognitif, c'est vraiment situationnel. Bon, attendez. Hem, la nuit des la nuit de noces, oui, mais la nuit de noces, heu, tout revenait dans les faits et ce fut comme ça pendant 13 ans. Wow! C'est même sa famille qui m'a aidée à m'en sortir. De la plus belle décision de ma vie, mais tellement belle âme pour ta merci tellement belle âme, pour ta si grande générosité. Namasté. Hey, merci pour ton commentaire, Marie-Hélène. J'aimerais ça qu'on fasse éventuellement, si ça te tente, un santé sans censure ou un belle rencontre parce que je veux avoir des témoignages de femmes. Les gens comprennent pas à quel point les relations aux mains des pervers narcissiques nous font du dommage. Moi, c'est en pratique clinique à force de voir des femmes blessées dans leurs hormones, blessées dans leur féminité, dans leur sexualité, pour être passée aux mains de ces hommes-là que j'ai commencé à vraiment développer mon intérêt pour les formations sur euh, les thérapies somatiques et tout ça parce que c'est incroyable l'impact que ça a sur notre santé, sur tous les plans. Et je comprends très bien que tu aies pu penser au suicide. T'es pas la seule. T'es pas la seule parce que justement, c'est un mécanisme extrêmement insidieux où on détruit notre estime de nous, où on nous isole très souvent. Tu été chanceuse que ta famille prenne ton parti parce que souvent, ils vont aliéner la victime de sa propre famille, de leur famille, des amis. Ils vont tellement nous dire qu'une telle a dit telle affaire, qu'une telle est pas bonne pour nous. Ils vont diviser pour mieux régner, ils vont isoler la personne, détruire son estime d'elle-même et s'arranger pour que la seule source de connexion émotionnelle, ce soit eux, pour justement que lorsque la personne essaie de s'en aller, elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est incroyable. Je veux dire, ça va très, très loin. Là, évidemment, là, on n'est plus juste dans les vampires énergétiques, là, on est dans un vrai de vrai pervers narcissique. Je vais prendre encore quelques commentaires. On va essayer de terminer à 1h30. Mon chat est un vampire énergétique. Céline, c'est pas normal. C'est pas normal que ton chat soit un vampire énergétique parce que, au contraire, les chats drainent l'énergie, mais l'énergie négative. C'est pour ça que dans toutes les histoires de sorcières, ils ont toujours un balai avec un chat. Le chat, il sert de ground dans l'histoire. Les chats, quand il y a des, des endroits au niveau de la géophysique, la géologie, qu'il y a des trous énergétiques ou qu'il y a des nœuds énergétiques, les chats vont intuitivement se coucher là pour absorber. Donc, oui, ils vont absorber l'énergie, mais c'est l'énergie négative. Alors que les chiens, c'est le contraire, ils vont avoir tendance à absorber notre énergie. Ouais. Ils en donnent aussi. Hein, il y a de l'amour, il y a de la gratitude, il y a de l'amour inconditionnel avec les animaux et tout ça. Mais les chiens, énergétiquement, souvent vont prendre de notre énergie. Alors que les chats vont siphonner l'énergie négative. Et c'est tellement vrai. Moi, j'avais eu une opération, en fait, j'ai eu 3 opérations pour l'endométriose et une césarienne. Donc, j'avais été coupée en travers de mon abdomen. Mon chat, normalement, se couchait à côté de moi sur le divan en long. Et quand je suis revenue de l'opération, il est monté sur moi et s'est couché en travers de moi, ventre à ventre avec moi, directement au-dessus de la plaie, évidemment, qui était pansée, là, mais au-dessus de la plaie pour tirer l'énergie de ça. Et quand je faisais des traitements énergétiques, à l'époque, j'avais un bureau à la maison et le chat allait toujours se placer en dessous de la table à l'endroit où je percevais qu'il y avait des problèmes dans le corps énergétique de la personne. Donc, les chats, c'est vraiment
vont drainer énergétiquement, mais la mauvaise énergie. Normalement, tu ne devrais pas te sentir drainé de ta bonne énergie par ton chat. Alors, j'espère que c'est le cas. J'espère que c'est ça que tu voulais dire. En tout cas, c'est fini tout ça pour moi, surtout depuis ces dernières années. J'ai remarqué quand je reste silencieuse maintenant, alors à ce moment-là, on me demande comment je vais. Ouais, ben l'autre soir, quand on a fait le live là-dessus, je demandais comment vous gérez la situation post-COVID avec les endormis. Et il y en avait qui ont nommé ça comme stratégie de le traitement du silence, ni plus ni moins, parce que justement, ils se rendent compte que ça vaut pas la peine. Et puis, Ginette, ouais. Euh, Bref, là, il y en a trois qui viennent. Le party de Noël sera pas gros, ouais, Ginette? Éric, j'en ai plusieurs d'accumulés, euh, des masques. Ces affaires-là, ça a pris 40 ans à m'en rendre compte. Je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas appris ça. Ouais. Les blessures de l'être, ça devrait être la première chose qu'on a, qu'on apprend. Euh, c'est, c'est avec quoi, mais faire, faire nous y préparer. Ouais, c'est sûr que idéalement, là, ça serait qu'on nous enseigne ça plus jeune, mais je le vis ici, moi, dans le sens que c'est la pyramide de Maslow, OK? Quand les gens sont dans les besoins de base, tu sais, le Canada, c'est un jeune pays quand même. On a vécu l'après-guerre, puis la révolution industrielle, puis nos parents, pour la plupart, ben, on a eu des pères absents parce qu'ils travaillaient dans des shops. Après ça, on a connu l'ère des divorces dans les années 70. Donc, on a commencé à vivre des divorces, des familles monoparentales dans certains cas, les gens un petit peu plus jeunes que moi. Euh, donc, on était dans la subsistance. On était dans gagner de l'argent, payer les comptes. Et quand tu es dans tes besoins de base dans la pyramide de Maslow, tu n'es pas dans le self-actualization, tu n'es pas dans la réalisation de toi. Tu es dans les besoins de base. Alors, comme je me retrouve dans une culture, dans un pays en voie de développement où les gens sont très pauvres, ben c'est ça. Tu sais, ici, quand tu demandes à un enfant qu'est-ce qu'il veut faire quand il veut être grand, il va pas te dire je vais être plombier, je veux être joueur de hockey, il va te dire je veux gagner de l'argent. Parce que quand tu as faim, puis que tu n'as pas de toit au-dessus de la tête, puis que tu n'as même pas de gougoune à te mettre dans les pieds, ben tu vas prendre la job qu'on va te donner parce que tu veux de l'argent. Mais quand tu t'élèves à un certain niveau économique, puis à un certain niveau d'éducation, puis que tu sais que en principe, il y a un salaire minimum, puis un filet social, puis tes besoins de base vont être comblés, ben, tu deviens un petit peu plus fine bouche. Hein? Tu vas commencer à mettre tes exigences. Alors, c'est un peu ça le principe. On nous a pas montré ça parce que à notre âge, ben, ça fait que les gens étaient dans un besoin plus bas dans la pyramide de Maslow. C'est ça le problème. Mais on a tous la capacité à évoluer et à apprendre. Et moi, ce que j'aime dans toutes les approches que j'ai étudiées puis dans mon travail, c'est le fait que les gens, des fois, pensent que parce qu'ils ont un passé plus lourd, qu'ils sont plus hypothéqués, que ce soit au niveau des blessures de l'âme, que ce soit au niveau des troubles de santé, ça va souvent ensemble d'ailleurs, ou parce qu'ils ont eu une famille qui n'avait pas de crise d'allure, ou peu importe. Les gens pensent des fois que parce qu'ils arrivent plus hypothéqués, le travail va être plus dur ou plus long. Et c'est pas le cas. Et ça, je trouve ça extraordinaire, puis je veux le nommer avant qu'on mette fin à l'émission. C'est que Marianne Williamson dit que un miracle, c'est un changement de perspective de la peur à l'amour. Et c'est vraiment vrai. Il y a des gens que je rencontre, puis pas juste moi, là, qu'il y en a qui ont vu d'autres thérapeutes qui me racontent leur histoire.
Mais il y a des gens qui ont des gros, gros passés, puis à un moment donné, il y a une prise de conscience, puis ça a été suite à un événement. Suite à un événement. Parce que, tu sais, je vous ai parlé dans la médecine quantique du fait qu'on est tous connectés au champ unifié de conscience. Puis on est tous une partie de l'hologramme. Fait qu'on est tous ensemble. Et on devient la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Donc, si tu vis tout seul, il y a quelqu'un qui m'a écrit quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit, ben, euh, toi, tu es une de mes 5 personnes, parce qu'elle écoute toutes mes lives en boucle sur YouTube et tout ça. Elle dit, ben, toi, tu es une de mes 5 personnes. Mais moi aussi, j'ai des podcasters qui sont dans mes 5 personnes. OK? Surtout depuis que je vis ici. Alors, ça fait que, à un moment donné, de s'entourer de gens comme lesquels on veut devenir, qui sont à un autre niveau de conscience sur certains aspects, personne qui est plus avancé qu'un autre, mais on a des capacités différentes, eh bien, il peut y avoir une prise de conscience qui se fait. Et quand on fait une prise de conscience, toutes les réalités vivent et existent en même temps. Et une prise de conscience, ça fait qu'on change de fréquence. C'est vraiment comme quand tu écoutes 96.5 à la radio, exemple, je dis n'importe quoi, je ne sais même plus c'est quoi les postes au Québec. Mettons que tu écoutes 96.5 à la radio. Bien, tous les autres postes, ils jouent en même temps. Mais toi, tu syntonises le 96.5, donc c'est ça que tu entends dans ta radio. Bien, nous, là, on est des piles. On est le pont entre ciel et terre. On canalise l'énergie électrique et ça active nos cellules qui marchent à l'électricité, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme. On est des êtres électriques. Et on est connecté à ce grand champ unifié de conscience. C'est comme quand tu branches ton cellulaire dans le mur, bien, ton cellulaire, il peut connecter à Internet, puis Internet, il est partout en même temps. OK? Puis ça rentre dans ton cellulaire. Ben, nous, on est comme ça. On est comme le cellulaire et on est connecté au grand champ unifié. Et là, il y a différentes fréquences. Et quand tu écoutes 96.5, toutes les autres sont là en même temps. Mais toi, tu es sur 96.5. Alors, la journée où tu prends conscience que tu n'es pas obligé d'être sur 96.5, puis que c'est toi qui as le contrôle du piton de la radio, puis que tu décides que tu amènes ta fréquence à 102,3, ben, tu viens d'embarquer à 102,3, puis il y a une autre programmation. Puis c'est d'autres animateurs, puis c'est d'autres musiques. Et c'est comme ça la vie. C'est juste ça. Alors, c'est vraiment une question de disposition intérieure. Et pour faire ces prises de conscience et être capable de tourner le piton de la radio, ben, il faut être ancré et il faut être en cohérence. Et si on fait ça par la méditation, on fait ça par la pleine conscience, on fait ça par le travail avec le souffle, par la libération émotionnelle, par tout ça. Alors, de plus en plus, j'axe ma pratique envers ça parce que c'est beau d'avoir une alimentation parfaite, puis de prendre les bons suppléments, puis de dormir. Ben, si énergétiquement, on n'est pas à bonne place, puis qu'on n'est pas sur la bonne fréquence, ben, on rame fort, puis le bateau recule pareil. Tu sais? Fait qu'à un moment donné, c'est important de s'aligner. C'est important de s'aligner, il faut comprendre comment ça marche. Alors, même si ça fait bien, bien, bien longtemps qu'on est à 96,5, c'est le même geste pour nous mettre à 102,3 que si ça fait juste une journée. Comprenez-vous? Alors, des fois, les gens vont me dire, ah, ben, ça fait 70 ans que je fume, ça va donner quoi que j'arrête de fumer? Tout se renouvelle dans notre corps. Au bout d'un an, pas mal toutes nos cellules se sont renouvelées. Tu as un corps neuf dans un an. Alors, c'est toi qui décides aujourd'hui avec ce que tu mets dans ton corps, au niveau de l'alimentation, au niveau des émotions, au niveau des suppléments, au niveau de l'eau que tu bois, etc. C'est toi qui décides aujourd'hui le corps que tu vas construire cette année. Mais l'année prochaine, au mois de décembre 2025, tu vas être assis en train de m'écouter avec un nouveau corps, ou tu vas être en train de prendre un mojito ici avec moi, quelque chose de même, ou ailleurs, où il y a une plage. Mais c'est toi qui décides à chaque jour sur quelle fréquence tu veux syntoniser. Alors, c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on a une problématique de santé ou émotionnelle ou qu'on a reçu un bagage qui est plus lourd. C'est le même travail de se recentrer et de se brancher à la bonne place. Et j'écoute beaucoup Joe Dispenza. Et Joe fait des méga rencontres là, avec des stades pleins, un peu à la Anthony Robbins. Il est juste moins hyper. J'ai vu Anthony Robbins dans la vraie vie. Là. Il donne tellement d'énergie qu'il t'en pompe. Là. Il est très particulier. Euh, mais Joe Dispenza fait des trucs un peu comme ça. Et durant les ateliers, ils font ça sur quelques jours, puis ils prennent beaucoup de mesures, les taux de cortisol, les battements cardiaques, plein de choses sur les gens. Et des gens avec des grosses maladies, là, des scléroses en plaques, des trucs comme ça.
sortent de là en marchant, sortent de là avec des résultats incroyables parce qu'il y a un changement de paradigme. Ils ont changé de poste, tout simplement. Et il parlait dans un des podcasts que j'écoutais que euh, quand il demande aux gens comment ça ou pourquoi, les gens vont invariablement toujours dire, ben, la personne qui était malade, c'était la personne d'avant. Ils ont eu un changement de paradigme. Ils ont pris conscience que c'est eux autres qui avaient le contrôle sur le piton de changement de poste. Alors, c'est ça la beauté de l'affaire. C'est pas parce qu'on n'a pas eu la chance de baigner là-dedans plus jeune ou d'être entouré de gens qui étaient plus inconscients, etc., etc., ou des gens qui nous ont apporté des grandes leçons de vie. À tout moment, on a la même opportunité que quelqu'un d'autre de changer notre fréquence vibratoire. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'imaginez, si dans la vie, comme moi, tu as eu un parcours difficile parce que tu as mal commencé dans la vie, ça serait pas juste qu'on puisse pas s'en sortir, tu sais. Alors, c'est vraiment pas comme ça. On a tous la même opportunité de s'en sortir. C'est une question de décision. C'est vraiment une question de décision. Je l'ai dit aujourd'hui dans mon mini-live, il n'y en aura pas de sauveurs, c'est nous autres les sauveurs et nous sommes en plein contrôle de ce qu'on veut manifester dans notre vie. Alors, là-dessus, on va clore ce Santé sans censure de ce vendredi. Je vous invite à me retrouver mercredi prochain pour le webinaire sur les causes de fatigue et encore plus le dimanche matin 15 décembre pour rehausser l'énergie de nos surrénales pour passer à travers les fêtes. Et puis, j'ai des places de disponibles en consultation. Vous avez des balances d'assurance à écouler. Je vais relancer la promotion sur le test Love My Health. Je suis en train de préparer des petits trucs de suggestions de cadeaux de Noël. Mon équipe d'un travaille fort. Essayer de finir le site web au travers de tout ça et de raccumuler les retards pour pas commencer l'année avec aucun retard. Mais j'y arrive tranquillement, en gardant le focus, j'y arrive. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On a maintenu ça à une centaine toute la soirée. C'est rendu bien, considérant que je fais beaucoup l'objet de shadow banning, mais je vous demande, si vous appréciez mon travail, s'il vous plaît, de le partager. Dès que j'ai une trentaine de personnes qui partagent mes lives, ça va chercher dans les milliers. Et donc, c'est plus encourageant pour moi de passer une journée, mon vendredi, je passe toujours la journée au complet à préparer le contenu du live. Donc, je fais ça bénévolement. Alors, quand vous le partagez, c'est votre manière de contribuer à notre mieux-être collectif. Donc, je vous remercie d'avance de partager. Ça aide aux gens aussi, à d'autres personnes à connaître mon travail, puis à peut-être venir en consultation ou à peut-être s'inscrire à des formations que je donne. Donc, c'est un moyen de gagner ma vie. Vous savez que pour vous parler de manière sans censure et complètement indépendante, ben, je dois dépendre uniquement de moi-même et de vous autres. Alors, j'apprécie beaucoup votre appui. Merci tout le monde. Bon week-end. Si vous m'écoutez en fin de semaine, profitez-en aussi. Puis on va se retrouver mercredi prochain. Ciao, ciao.